Nous sommes le lundi 31 mars 2025 et j'ai avec moi Geneviève Pétier. Comment ça va? Ça va bien, Florent. Et toi, comment tu vas? Ça va. On avance là avec plusieurs événements qui arrivent assez vite. On va en reparler bientôt. Cet épisode, il se fait dans le cadre de plusieurs choses, qui est déjà le fait qu'on arrive au niveau du centenaire du théâtre bientôt, qui sera fêté officiellement le 25 avril, puis le 4 octobre avec le siècle Molière Century, où on va y revenir juste après. Et puis aussi par rapport au fait qu'on a donc ton départ, qui est donc acté, si je n'ai pas de bêtises, au 31 juillet. C'est ça, 31 juillet, à la fin de notre année fiscale à nous. Et on va revenir aussi du coup sur ton parcours, ce que tu as apporté au TCM, ton aventure avec le théâtre, les défis que tu as pu rencontrer, le bilan que tu tires de tout ça. Et puis peut-être aussi après tes perspectives d'après TCM. Super. Du coup, comment ça va aujourd'hui? Aussi, vers quoi est-ce qu'on se dirige pour les prochains mois pour le Théâtre Cirque Molière? Il y a un prochain spectacle qui s'en vient d'un artiste Wendat, qui est du territoire de Tiohtià:ke, donc Montréal, qui s'appelle Jocelyn Sioui, qui vient avec sa toute nouvelle proposition qui s'appelle Frétillant et agile. Jocelyn Sioui qui avait fait un spectacle qui s'appelle Mon oncle Jules il y a à peu près quelques années que j'avais vu, qui parlait justement de son oncle et son parcours dans les cours et tout ça par rapport au statut en tant qu'Autochtone montréalais, qui était très, très touchant. Qui a beaucoup tourné le pays, donc ça, c'est cool. Et Jocelyn, qui est un raconteur extraordinaire, qui vient avec ce spectacle, Frétillant et agile, qui est une adaptation d'un roman, et qui va nous présenter avec de la musique en live, avec une artiste de sable qui va créer au fur et à mesure que le spectacle se déploie. J'ai très hâte. Jocelyn qui a aussi travaillé avec Stéphanie Morin-Robert, de Blindside, qui était angle mort, donc qui avait été son coach de dramaturgie ainsi que de mise en scène. Donc, quelqu'un qui est hyper, hyper sympathique et j'ai très, très hâte de l'accueillir au Théâtre Cirque Molière, comme on sait très bien le faire. Par la suite, c'est sûr, le 25 avril, c'est le Bonne Fête Cirque Molière. Donc, ça sera une soirée, j'ose espérer, mémorable, avec une variété de choses qui vont être déployées cette soirée-là. Entre autres, la nouvelle saison, la billetterie autour du 4 octobre, qui est le siècle Molière, qui va se passer au Musée des droits de la personne. Donc, ça, c'est super cool. Début mai, bien sûr, notre traditionnel, mais toujours pertinent et incroyable Festival Théâtre Jeunesse, où on accueille jusqu'à 500-600 jeunes qui viennent créer leur propre pièce de théâtre. C'est toujours un moment très fort pour moi, personnellement, parce que je suis issue de cette école. Par la suite, il y a des dimanches en famille qui se passent, il y a de la médiation culturelle qui se passe toujours, et on va terminer certainement à la fin juin et on va accueillir, bien sûr, la nouvelle direction artistique, probablement début du mois de juillet. Et ça sera une passation, une transition, une conversation et un dialogue, j'espère, ouvert et intéressant et important jusqu'à mon départ à la fin du mois de juillet. Cette passation, comment tu l'envisages? Comment je l'envisage? J'espère bien, dans le sens où je veux que ça soit dans l'écoute, dans le dialogue, dans les envies, dans les passions. Je t'avouerai, quand on a démarré ou quand moi je suis arrivée au Cirque Molière, il y avait quand même des enjeux importants. Et c'est sûr que c'était un organisme qui avait énormément d'adeptes communautaires, mais une population très changeante. C'était un organisme aussi déficitaire. Donc, c'est pas le cas cette fois-ci. C'est sûr qu'il y a les défis des publics qui sont partout dans ce pays en ce moment et dans le monde entier, là, selon moi, post-pandémique. Mais c'est aussi le fait qu'on est dans une position, je pense, assez confortable. Je vais dire confortable pour une nouvelle personne de rentrer, de ne pas avoir trop d'emprise budgétaire, de ne pas avoir à programmer dans une fonction de, comment on appelle ça, scarcity. Rentabilité? Non, de quand on est... on doit être en mode continuellement à réduire, Comptable. Pardon?
comptable? Non, il y a des mots spécifiques à ça. Ouais. Ils sont plutôt dans des contextes politiques qu'on les utilise, là, mais moi, j'aime beaucoup la notion de l'abondance. Donc, j'espère que la personne pourra rêvasser, vraiment se plonger dans une vision importante. On a ce... J'appelle pas ça un luxe parce que je pense que tout le monde devrait avoir ces capacités-là, mais ça va être un moment d'échange et important. Quand tu parlais justement d'être dans une situation plus confortable, c'est aussi que peut-être on a reçu récemment une importante subvention. Mm-hmm. Mais il y a ça, c'est pas juste ça, c'est une variété de choses. Tu sais. Je dirais que malgré le fait qu'il y avait beaucoup d'abonnés, on pourrait dire dans le passé, la billetterie n'a jamais vraiment descendu si bas que ça. On est toujours en mode où on est capable d'arriver à une billetterie très similaire. Donc ça, c'est intéressant dans un sens. On a augmenté beaucoup les subventions au fil des ans. On pourrait dire du Conseil des arts du Canada, du Conseil des arts du Manitoba, du patrimoine canadien. T'sais. On a eu toutes les augmentations, on pourrait dire, qui étaient liées à des pratiques exemplaires, tout le travail qu'on fait sur la cohésion sociale, la diversité, la rencontre des communautés, des diverses communautés de notre communauté. On a aussi tout récemment reçu, dernièrement, un 100 000 $ par année, un triennal du Winnipeg Foundation qui vient soutenir tous ces efforts-là. Eux autres, c'était très, très important, toute la notion de la diversité, de la cohésion sociale. Donc, ça faisait partie des organismes qu'ils ont subventionnés. Donc, on a été un des rares organismes qui a reçu cette subvention-là. Donc, c'est Prairie Scan, c'est toute une variété d'autres choses qui fait en sorte qu'on est bien positionné en ce moment pour être capable de faire les projets artistiques dont on rêve. Et si je peux déjà l'introduire comme ça, quel bilan t'arriverais là comme ça à dresser sur 13 ans de direction artistique au TCM? Je sais pas. C'est bizarre parce que je suis encore dedans, donc j'ai pas vraiment le recul en ce moment trop. Ouais, je pense que tu auras peut-être la tête plus vide une fois que tu seras parti. Ben, peut-être, mais je te dirais que je pense que quelque part, il y a beaucoup on a chevauché dans plusieurs différents secteurs. Le Sac Molière, quand je suis arrivée, était, oui, un théâtre de création. Il y avait de la création. Il y avait des artistes qui écrivaient des textes sur le territoire. Toutefois, je te dirais que l'ampleur de ça, la notion d'être comédien artiste, scénographe artiste, compositeur artiste, c'est tout créateur, on pourrait dire, est une notion que, pour moi, est devenue vitale. Pour moi, c'était super important de faire en sorte que la parole, que l'artiste soit au cœur même du projet du Théâtre Sac Molière. Pas qu'il ne l'était pas avant, mais ce n'est pas des jugements que j'ai parce que je regarde la façon dont les choses ont été faites et c'était super. Là. Il y avait plein de choses qui ont été mises en place. C'est juste ma vision des choses qui est un peu différente, qui a chevauché les choses autrement. Des gens qui tournent à travers le pays en ce moment, qui portent cette parole de cette francophonie manitobaine partout à travers non seulement le pays, mais le monde entier. Le Théâtre Sac Molière, c'est devenu ça l'était toujours, parce que c'était une des grandes vocations de Boutal, de Mme Boutal, c'était de faire en sorte que le théâtre ait une ampleur nationale. Mais on pourrait dire que le Théâtre Sac Molière d'aujourd'hui a une ampleur non seulement locale, nationale, mais aussi internationale. Et donc, quelque part, c'est ces enjeux-là. Et pourquoi l'international? Bien, ça revient à qui on est aujourd'hui sur ce territoire. On est une communauté multiple, à une définition multiple, à une identité multiple. Et quelque part, je pense que c'est là où il y a parfois des frictions. On est dans une communauté qui a lutté fort pour avoir les droits qu'on a aujourd'hui. Et parfois, en tant que jeune personne,
parle pas de moi spécifiquement, mais des jeunes personnes, on peut avoir tendance à oublier ces luttes, ces batailles, on prend pour acquis certaines choses. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on doit regarder devant aussi. On a une panoplie de gens qui parlent français, des curieux. On a une population maintenant, un auditoire, un public anglophone, adepte au Cercle Molière, qui vient voir les spectacles. C'est, à vrai dire, une de nos marges les plus importantes et croissantes, on pourrait dire. Et ça, je trouve ça aussi intéressant de partager cet amour pour la langue, qui nous sommes en tant que communauté, parce qu'on ne peut pas, selon moi, ça c'est une opinion très personnelle, vivre dans un vase clos. Ça fait en sorte qu'on est juste en train c'est cool, on est bon, on est bien et tout ça, mais de s'ouvrir à l'autre, d'être ouvert à l'autre, je trouve ça tellement libérateur, formidable. On est capable de bouger. Je pense que cette jeunesse d'aujourd'hui a besoin de savoir que la francophonie, c'est pas juste quelque chose qui appartient à une histoire. C'est quelque chose qui est en évolution, c'est quelque chose qui se veut être pertinent, qui veut être dans... Pourquoi je viendrais au Cercle Molière si j'ai 18 ans quand je peux être sur TikTok ou je peux être sur... Parce que le Cercle Molière est capable de répondre aussi à ce qui me motive, ce qui me passionne. Donc, toutes ces choses-là, c'est d'avoir un regard sur le passé, c'est super important, mais d'avoir un regard sur le futur, c'est tout aussi important. Donc, c'est de trouver ce ballon-là continuellement qui, parfois, peut créer des tensions et des frictions. Et en même temps, je te dirais, c'est probablement une des choses sur lesquelles je suis le plus fière. Donc oui, des critiques et tout ça, c'est dur à écouter, c'est dur à entendre parfois, mais ça t'aide ça m'a aidé, moi, à savoir que on était pertinent parce qu'il y a quand même des gens qui viennent dans les salles. On a quand même des répondants, des spectacles qui sont pleins à craquer. Il y a quand même toute une variété de... C'est sûr, il y a du travail à faire, mais il y a toujours du travail à faire. On ne va jamais arriver à une apogée où tout est bien et tout est beau et tout ça. Donc, je continue Alors, tu peux m'arrêter, hein? Non, ça va. Tant que c'est pertinent, j'arrête pas. Donc, c'est ça, c'est là où est le cocktail, on pourrait dire, d'une direction artistique. C'est d'être capable de prendre le pouls de où on est aujourd'hui, mais aussi d'insulfer où on pense qu'on s'en va, avec un brin de tradition aussi. Et... justement, en fait, juste avant l'émission, on parlait un peu du rapport à Molière et de comment est-ce qu'on se le représente. Et c'est vrai que là, je m'étais amusé à récupérer un ancien courriel qu'on avait eu quand on avait fait le spectacle Palucheur, qui avait été écrit en fait en français par Éric Plamondon, qui à la base vient d'une pièce de théâtre qui avait été écrite aux États-Unis. Et on avait reçu des commentaires, des cris d'orfraie de personnes qui voyaient ça comme une infamie, en fait, que ça puisse être joué au TCM. Et en reprenant toute la figure de Molière, le fait que Jean-Baptiste Poquelin se retournerait dans sa tombe, ou bien que c'était en fait vulgaire et que c'était presque pornographique, en fait, et que ça n'avait pas sa place, en fait, dans un théâtre, et particulièrement au TCM. Alors que quand on regarde... il suffit juste de faire une petite recherche sur Wikipédia, en fait. Vous mettez Molière, Jean-Baptiste Poquelin, vous regardez un peu sa biographie, et immédiatement, vous tombez sur ces textes autour du bourgeois gentilhomme, ou alors du malade imaginaire, ou l'école des femmes, avec effectivement le fait que c'est aujourd'hui considéré comme étant des chefs-d'œuvre, et même déjà de son vivant, ce qui est assez rare, était déjà aussi considéré par beaucoup comme étant des chefs-d'œuvre, mais avec aussi beaucoup de critiques de la part du clergé, donc de l'ordre religieux, la bourgeoisie. Et de la bourgeoisie, de la noblesse. Ce qui est assez intéressant, je trouve, avec lui, c'était que en fait, il s'est toujours débrouillé pour pas non plus se mettre à dos la royauté. Parce qu'il avait compris aussi que c'était via directement le roi Louis XIV qu'il était soutenu, qu'il pouvait continuer à se produire. Mais quand, par exemple, il est décédé, il y a des fois cette espèce d'imaginaire qu'il serait mort
au moment de sa pièce, en fait, du malade imaginaire, alors qu'il est mort, même si c'est symbolique quand même, je trouve, quelques heures après. Et qu'ensuite il aurait été enterré. Moi je pensais par exemple qu'il avait été enterré dans une fosse commune. Et en fait non, il a vraiment été enterré dans un véritable cimetière avec sa propre tombe. Simplement il n'a pas bénéficié des inhumations religieuses officielles. Si je reprends par exemple, voilà, comme il était comédien, il était considéré comme un homme de mauvaise vie par l'Église, donc il n'a pas eu droit à une inhumation religieuse normale. Il a fallu qu'il y ait une intervention directe en fait du roi Louis XIV pour qu'il soit officiellement inhumé. Sauf qu'il a dû être enterré de nuit parce que les membres du clergé avaient peur de créer un rassemblement très important parce que c'était déjà une figure très importante pour l'époque. Donc, il n'y a pas eu de cérémonie officielle et il a été enterré en 1673 dans un cimetière réservé aux non-baptisés. Donc, tout ça pour dire que quand même, sa figure était très controversée et qu'il essaie toujours beaucoup d'encre lors des critiques. Et donc, tout ça pour dire que toute cette image autour de Molière, moi, même si je ne suis vraiment pas du tout un fin connaisseur de lui, je trouve ça assez fascinant de voir que quand il écrivait ses pièces, il y avait ce camp qui considérait que c'était un chef-d'œuvre, l'autre qui disait que c'était absolument une infamie. Et puis aujourd'hui, on se retrouve un peu avec des conversations qui sont finalement assez similaires, en fait. Ben, premièrement, c'est un vrai honneur que tu compares. Non, mais je voulais pas forcément faire rapprochement comme quoi tu es l'incarnation de Molière. Non, je n'ai pas dit ça non plus. Mais je trouve juste qu'il y a une espèce J'ai l'impression que le cycle se répète, en fait, quelque part. Oui, puis je pense que oui. Puis on pourrait même dire, tu sais, quand on parle de la cité, des Grecs, on parle de vraiment prendre parole dans des contextes où, t'imagines, les thématiques qui ont été prises en main par les Grecs, données à la cité, au peuple, pour qu'ils puissent, eux, réfléchir sur ces enjeux de justice, comment je pourrais dire, de bien, de mal. Tu sais, il y avait une variété de choses qui sont toujours déployées quand ça vient au théâtre. Le théâtre, pour moi, tu sais, c'est sûr, ça peut avoir sa place dans le divertissement. C'est sûr que je trouve qu'il y a des médiums, selon moi, qui sont meilleurs dans ces contextes-là. Tu sais, aujourd'hui, on est vraiment choyés. Pour moi, le théâtre, c'est un vecteur premièrement, de mettre en avant l'artiste et surtout l'artiste d'ici. Et c'est aussi qu'ils prennent parole et qui nous disent comment il voit sa communauté, comment il voit son monde. Et c'est d'autant plus pertinent. On vient juste d'avoir au mois de janvier 5 jeunes qui... Un peu partout, qui ont pris parole, qui ont créé un spectacle à leur image, avec leur perception, leur crainte, leur vision du monde. Et pour moi, il n'y a pas plus beau théâtre que ça. Et ça, tu pourrais mettre ça avec un Thomas Ostermeyer aujourd'hui, avec un Robert Lepage, Oui, on est dans des formes totalement autres, mais c'est un peu dans les mêmes veines. Ces gens-là ont plus de moyens certains à monter des spectacles et à les tourner, mais on est dans cette grande famille théâtrale qui veut dire quelque chose. En parlant d'un peu partout, est-ce qu'il y a la question tabou peut-être, un spectacle qui t'a le plus marqué, on va dire, cette saison? Cette saison-ci? Ouais. Mais je pense que cette saison-ci, c'est vraiment une saison... on a créé cette saison avec l'équipe, puis Anna-Laure et moi et tout ça, en fonction de ce qui s'est passé la saison dernière, qui était une très, très, très... Tu le sais, c'était une énorme saison. Puis pour moi, la saison dernière, c'est un peu la saison emblématique où j'ai toujours voulu aller. C'est un peu l'apex, en sorte, on pourrait dire, de ma vision telle que je la définis et redéfinis, parce que moi-même, je suis en mouvement continu avec qui je suis, avec mon identité et mon identité en tant qu'artiste et directrice artistique.
Donc, cette année, chaque spectacle, comme à chaque année, chaque spectacle a son... Tu sais, on pourrait parler de ventre mou, la fragilité, la vulnérabilité que Stéphanie Morin-Robert a mis sur scène, ces questions tellement importantes, l'enfant en nous, ce qu'il a vécu, comment on le voit, c'est quoi notre place là-dedans. Tu sais, je trouve ça tellement fascinant, son processus est... Moi, m'épate à quel point elle est capable de vraiment nous dire qui elle est, de le crier, qui je suis, et qu'on est capable de l'entendre. Je trouve ça touchant au plus haut degré. Bertrand, c'était avec Sous les tilleuls, c'était le fait que l'équipe était magnifique, qu'ils ont vraiment se sont soudés ensemble pour créer cette œuvre, qui ont vraiment... tu sais, c'était pas, comment je pourrais dire, c'était vraiment une œuvre collective, selon moi, dans une mise en scène collective, des propositions. Bertrand était vraiment à l'écoute de tout ça. Donc, toute une autre façon, on pourrait dire, de créer un spectacle. Un peu partout, c'est juste la jeunesse qui dit, tu sais, moi, j'y crois à ça, j'y crois fortement. Au Canada, T'es qui toi, qui est un spectacle qui est allé en tournée dans le rural, qui parle justement de qui nous sommes aujourd'hui en tant que communauté. Ça, c'était aussi un plaisir à voir se déployer. C'est un spectacle qui, comme je les aime, a été créé avec des témoignages de gens directement du territoire. On a façonné la parole en fonction de ce qui se passe vraiment et de donner aux jeunes une prise de parole autour de qu'est-ce qui se passe, parce que ça va vite, là. On a eu 10 années assez fulgurantes d'immigration, de changement, de démographie, de COVID. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées dans les 10 dernières années dans cette communauté que parfois, on a tendance à vouloir peut-être retourner en arrière puis se dire, peut-être que c'était mieux à ce moment-là. Peut-être que, tu sais, je me voyais plus là-dedans dans un certain point, mais il faut aussi comprendre qu'il y a toutes sortes de gens qui se voient aujourd'hui dans qu'est-ce qui est fait au Cercle Molière. Et c'est là où je prends... je sais pas, je me sens très privilégiée, très, très privilégiée d'avoir pu et de pouvoir encore toujours faire partie de ce gros mouvement qui ressemble vraiment non seulement à notre communauté, mais à notre société en général. Et comment le Canada, aujourd'hui, avec les valeurs qu'il a, le territoire, parce que c'est pas toujours le Canada, mais les valeurs que l'on a, qu'est-ce qu'on est capable, sur quoi on est capable de revendiquer et se tenir. Moi, je me sens bien d'être ici, je me sens en sécurité, je me sens... et c'est pas le cas pour tout le monde sur cette planète en ce moment. Donc, je suis très, très privilégiée. Tu as évoqué un petit peu la saison prochaine. Est-ce qu'on peut rapidement évoquer sans spoiler non plus? Oui, ça dépend quand est-ce que tu vas... il va y avoir des créations, c'est sûr. Il va y avoir des créations d'ici. Il va y avoir une reprise. On a déjà parlé du spectacle de Lise Gaboury-Diallo, donc ça va être le premier spectacle de la saison. C'est Un talisman pour Pauline, qui est une ode à cette fameuse dame qui a façonné le Cercle Molière dans les années 40-50. Elle aussi, pionnière, vraiment. Là, je ne peux même pas imaginer ce que ça voulait dire être à la tête de ça. Être femme qui était mariée, qui a perdu son mari, qui a été quand même une figure emblématique, féminine. Moi, la chose que j'adore de Boutal, c'est que c'était une artiste visuelle aussi qui faisait des nus de femmes, qui devait être pas quelque chose de simple dans les années 50-60, d'un œil, d'une perspective de femme, de faire des... Il ne devait pas en avoir tant que ça, des femmes comme ça. Anyways, elle m'intrigue au plus haut degré. Donc, ça va être le premier spectacle de la saison. Mm-hmm. Après ça, on s'en va vers un accueil. Ensuite, on reprend quelque chose qu'on a fait dans le passé qui, pour moi... est aussi tout autant fait partie de ce territoire. Je ne vais pas mentionner ce que c'est, je vais garder l'eau à la bouche aux gens. Et le dernier spectacle, bien sûr, ça va être une autre création d'une jeune créatrice d'ici, qui a beaucoup fait son parcours en théâtre ici, dans un tout nouveau texte. Et ça m'excite beaucoup.
avec certainement une reprise d'un spectacle pendant Noir et Fier. Ça va être la première fois que pendant Noir et Fier, on offre un spectacle qui est fait sur le territoire ici. Donc ça, c'est cool aussi. Tout aussi pertinent à ce festival qui est devenu quand même aussi une importante facette de notre programmation, qui est en co-direction avec Wégis Agossa. Donc oui, toutes ces choses-là, avec un dernier spectacle pour la toute petite enfance en juin, avec une collaboration avec la Fédération des parents. Mais il y a aussi toutes les facettes. On a une école de théâtre, on a le Festival Théâtre Jeunesse, on fait un montant fou de médiation. T'sais, si on était pour tabuler toutes les choses que l'on fait dans ce théâtre, on est rendu à au-dessus de 200 événements. C'est quand même fou. Et glorieux. Et j'ose espérer que les gens ne sont pas trop brûlés dans le personnel, parce que je sais que ça peut être beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. On fait beaucoup. En plus de ce podcast, en plus d'une variété d'autres choses, il y a quand même pas mal de choses qui se font. Et l'année prochaine, on a des collaborations on vient juste de recevoir les nouvelles on est reconduit ou pas reconduit, mais que notre projet avec la Société historique de Saint-Boniface a été subventionné. Donc ça, c'est génial. On sait que Noir et Fier a reçu une subvention aujourd'hui aussi pour la saison prochaine. Chouette, donc, super. Ça, c'est super génial. Pour la Société historique, tu peux revenir dessus? Oui. Non, mais à quoi ça correspond? On a soumis un projet pour faire une exposition itinérante du Théâtre Cirque Molière qui va être développée, qui va commencer son développement, là, parce qu'on a reçu les sous, finalement, et qui va être en lien aussi avec le magazine qu'on est en train de créer pour le centenaire aussi. Donc, ces choses-là sont un peu imbriquées ensemble. J'essaie d'imbriquer tous les projets ensemble pour pas que ça soit trop de nouveaux projets, mais qu'ils soient tous cohésifs un peu chacun dans l'autre. On a une variété d'autres événements qu'on va faire avec des partenaires communautaires. Très contente de ça. Entre autres, les Éditions du Blé, le Sans Nom, la Maison Gabriel-Leroy, le CCFM. Tous les grands partenaires, on pourrait dire, qui nous ont soutenus corps et âme à travers tout ce qu'on a fait. Donc, tout ça se développe et ça va être un calendrier super excitant pour la saison prochaine. Et on démarrera avec le Cirque Molière Century. Exact. Est-ce que tu peux en parler? Le 4 octobre prochain, au Musée des droits de la personne, Alors, Sol Desharnais et moi-même, on a beaucoup discuté sur ce projet. J'ai fait un sondage auprès de plusieurs personnes de savoir quelles étaient les pièces emblématiques du Théâtre Cirque Molière. Et donc, on a compilé ces réponses-là pour créer des événements entourant ces spectacles-là emblématiques. Donc, ça va être un déambulatoire dans le Musée des droits de la personne avec Wow Catering qui va aussi créer, le chef Luc Jean, qui a créé tout un menu pour nous spécifique pour ça, avec aussi toute une autre facette, mixology, mais ça, c'est un peu de toutes sortes de choses. Et à l'intérieur de ça, il va y avoir 4 lieux où vont se dérouler justement des hommages, des artistes qui vont inspirés par des œuvres emblématiques du Cirque Molière. C'est sûr qu'on va avoir un Molière là-dedans, qui vont créer des œuvres spécifiques pour cette soirée-là, jouées par des artistes d'ici. Donc, ça, c'est le gros de la chose. On a aussi créé tout un projet qui s'appelle La boîte à histoire, qui a été fait pendant la saison dernière. Donc, une cumulation d'histoires, vidéo, racontage, storytelling, comment le théâtre, comment l'art, comment raconter ces histoires est d'une importance vitale pour les gens du territoire. Et ces vidéos-là vont être projetées dans le Buehler Hall, qui est l'entrée quand les gens vont rentrer. Il va y avoir toutes sortes on va avoir un VJ, donc quelqu'un qui fait de la cartographie de vidéos sur les murs du Buehler Hall. Donc, il y a tout ça qui rentre en jeu. Donc, ça va être une soirée assez extraordinaire. Quel défi, tu penses, pourrait rencontrer le TCM là, sur prochains mois, prochaines années à venir?
Bien, je pense qu'il y a comme... on est un peu dans un tournant. Là. Faut dire que l'état du monde en ce moment en a pour beaucoup, selon moi. En dit pour beaucoup. On est dans une situation où je pense qu'en tant qu'humanité, on a le choix de faire de réfraction, de se cacher possiblement, d'être, de retreat, de vraiment faire une rétraction où on y va. Je pense vraiment qu'on est dans un tournant humain autour de ça. On revendique certaines choses, on dit ce qui ne va pas. On est tous à critiquer le peuple américain sur une variété de choses, mais à nous, comment nous, on viendrait soutenir son prochain si jamais il était en état de duresse, si jamais il y avait toute une politique sur l'immigration telle qu'on le voit en ce moment. Est-ce qu'on serait assez fort, nous, de dire et de faire quelque chose? C'est vraiment, on est dans un... Je pense qu'on a une examination personnelle à faire autour de ces enjeux-là. Et selon moi, le théâtre est aussi dans cet enjeu-là. Est-ce qu'on va dire ou est-ce qu'on va juste vouloir se raconter, être confortable, être bien? Tu sais déjà où moi je me situe là-dedans. Je pense que quelque part, il y a un réel enjeu où on a besoin d'espace, où on est capable de dialoguer, on est capable de dire des choses importantes, de ne pas se cacher. Il y a des mouvements partout qui ont démarré dans des instances comme ça, que Stéphanie revendique cette année, tout ce qui est fait sur l'enfant. Et tout ce qui a été permis d'être fait sur les enfants pendant très longtemps et qui toujours reste un peu... Et pourquoi c'est tabou, ça? Pourquoi on n'est pas capable de dire ces choses-là sans se faire dire, ben c'est osé ou c'est pas... je pense que quelque part, on a besoin de ces endroits-là. On a besoin de excuse, ça m'émeut beaucoup parce que je trouve que c'est fragile. Notre liberté est fragile. Nos acquis sont fragiles. Donc, et on le voit, à tous les jours, on le voit. Et j'ose espérer que je suis le genre de personne qui dénoncerait si quelqu'un viendrait dans chez moi pour enlever une personne quelconque ou qui revendiquerait. Je trouve que c'est plus férocement qu'aujourd'hui. Je pense qu'il faut qu'on se tienne très fort sur ces enjeux-là. Et je pense que le théâtre a une place, mais juste formidable et extraordinaire là-dedans. Donc, c'est ça. Je pense que c'est là où je pense que se situent les enjeux de demain. C'est est-ce qu'on a fait beaucoup, beaucoup de chemin quand ça vient à le dialogue, la cohésion sociale. Est-ce qu'on laisse tout ça tomber parce que c'est plus confortable? Parce que moi, je fais mon job, j'ai envie de rentrer à la maison puis de pas me faire chier ou de... Et j'ai rien de mal, j'ai aucun jugement là-dessus, aucun. Tout le monde vit ce dont ils ont besoin de vivre. J'y crois ça férocement. Mais je suis vraiment une fervente de croire que le théâtre a quelque chose à dire. Et c'est important. J'ai une dernière question. Qu'est-ce que tu comptes faire après ton départ? C'est une grosse question, ça, Florent, parce que je sais, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui viennent. Il y a plein de choses qui sont là. Il y a plein de choses qui s'annoncent. Et vraiment, là, ce que j'aimerais le plus au monde, c'est d'avoir la force, parce qu'il y a une force à avoir là-dedans, de dire « j'attends, je respire un moment ». Ça fait longtemps que je suis au Cirque Molière. Ça fait 12 ans que je suis à la tête, ou 13 ans que je suis à la tête de la direction artistique. Mais ça fait depuis 1991 que je suis sur les planches du Cirque Molière. J'ai commencé justement, ma première pièce ici, c'était le Tartuffe de Molière en 1991. Et depuis ce temps-là, j'ai pas vraiment arrêté. J'ai eu des saisons bouleversantes où j'ai eu la chance, mais vraiment une chance inouïe de jouer dans plusieurs spectacles. J'ai été
une comédienne francophone sur ce territoire qui pouvait vivre de son art à cause du Cercle Molière. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour cette institution, cet organisme. J'ai beaucoup de respect pour les publics, pour les gens. Mais je pense que j'ai besoin, si je peux, vraiment, là, il y a une partie de moi qui dit « T'as besoin d'avoir un job, t'as besoin d'avoir d'argent, t'as besoin de... » Tu sais, il y a plein de choses qui sont toutes dans les fonctions de comment on est en tant qu'humain dans une, on va dire, dans une société plutôt capitaliste. Mais de vraiment prendre le temps de juste souffler et de faire le deuil. J'ai un deuil à faire. Je suis assez convaincue de ça. Et de voir où est-ce que je m'en vais après ça, je pense que c'est là où je vais être capable de faire la meilleure des décisions. J'ai jamais été quelqu'un qui a fait les choses pour l'argent. J'ai jamais été quelqu'un qui a été guidé par la notoriété ou quoi que ce soit. Ça s'est adonné que j'ai fait ces postes-là. Mais je me suis toujours laissée guider par ce qui était profondément, intrinsèquement, ce qui me passionne vraiment. Et c'est là où je pense que j'ai besoin d'être à l'écoute de ça. En ce moment, il y a trop de choses dans la... C'est un peu une radio là, qui fait des chouch, qui est en statique. J'ai besoin de juste prendre un peu de temps, respirer, m'écouter. Et après ça, je vais pouvoir trouver, je pense bien. Une dernière chose à ajouter ou... Ben merci, Florent. Merci à toi. Merci à Jade aussi, qui est avec nous. Merci beaucoup, Jade. Puis merci à toute l'équipe du Cercle Molière. Vraiment, j'ai eu la chance, vraiment, à travers les 12 dernières années, de travailler avec des gens, mais juste formidables, vraiment. Des directions administratives à des gens qui occupent la direction technique, comms, marketing, des gens... Tu sais, des gens aussi qui viennent d'ailleurs. J'aimerais aussi faire valoir tous les gens avec qui j'ai eu la chance, mais l'honneur de travailler à l'international, d'être sur des territoires où il y a des gens ici qui proviennent de ces territoires et d'être capable de dire « Ah oui, tu sais, à Conakry, en Guinée, j'ai vécu ça, puis ils sont comme « Wow! » Tu sais, il y a un montant de crédibilité, de relations qui se créent, toutes les relations créées avec les gens, les gens des publics. Même, tu sais, je te dirais, tu parlais de Pagicheur plus tôt, puis j'étais avec ma maman, elle va peut-être détester que je dise ça, mais j'étais avec ma maman à la première de ça, puis elle s'est levée après, puis elle était, mais Geneviève, je voulais te remercier de m'avoir fait sentir que je suis dans une... Je peux être dans une ville telle que Saint-Boniface et Winnipeg et je peux vivre du théâtre comme ça. Et ça m'a vraiment touchée. Et il y a quelqu'un dernièrement qui m'a dit la même chose, puis toujours cru que le Théâtre Cercle Molière était quelque chose qui était au-delà de nous, qui peut contribuer à façonner l'histoire du théâtre. Il l'a fait pendant des années. Madame Boutal l'a fait. Elle a eu énormément de... Monsieur Mahé l'a fait pendant longtemps aussi. Et je pense qu'encore aujourd'hui, il y a une pertinence, on peut dire, le Théâtre Cercle Molière à travers ce pays, à travers même certaines parties de ce monde. Et les gens savent qu'est-ce que c'est. C'est pas juste ça. C'est de se croire qu'on peut contribuer à ça. De pas se dire qu'on est juste des gens qui proviennent de ce territoire et que, tu sais, on doit réfléchir d'une certaine manière. Non, on peut contribuer activement à un dialogue artistique dans ce pays, dans ce monde. Et ça, c'est un privilège. Geneviève, merci. Merci à toi.